Je suis Shiroka, 16 ans et je fais partie de ce qu'on appelle la génération Z, la génération la plus faible et la plus dépressive qui ait existé. Elle englobe les individus nés entre 1997 et 2010. Le Z de cette génération fait référence au mot zapper qui évoque tous ceux qui savent utiliser leur téléphone portable sans instruction ou qui savent te préparer un plat selon une recette sur YouTube. Selon les anciennes générations, la génération Z serait une génération de fragiles qui n'auraient pas le goût du travail, une génération connectée à leurs écrans mais pas connectée à notre réalité. Et quand on regarde les stats, c'est pas totalement faux. Aux États-Unis, 55% des jeunes de la génération Z utiliseraient leur smartphone plus de 5 heures par jour selon Bloggers IDEA, et plus de 90% des membres de la génération Z ont éprouvé des symptômes psychologiques ou physiques en raison du stress au cours de l'année 2022 selon l'American Psychology Association. Et surtout on assiste à une augmentation de suicides chez les jeunes de la génération Z. Mais la génération Z c'est aussi ça. On ne choisit pas du tout à quoi va ressembler un alter quand on a un trouble dissociatif de l'identité. La problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie. Génération perdue, en mauvaise santé physique comme morale, seule devant les écrans et à la recherche de sens. Pourquoi seule devant les écrans? Dans le livre de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital, on apprend que les jeunes occidentaux auraient dès leurs 2 ans 3 heures de temps d'écran par jour, et qui monte à 6h45 pour les jeunes de 14 à 18 ans, soit plus du double. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est catastrophique. Une génération qui ne croirait plus en l'amour, car selon plusieurs témoignages de jeunes, leur génération est une génération très sexualisée, sans vrai sentiment, des corps vides à la recherche de quelque chose pour les remplir. Et en général, cette génération a peur de l'avenir, réchauffement climatique, climat politique actuel, prochaine génération qui est encore plus désastreuse. Ces derniers ne veulent pas attendre cet avenir et préfèrent plutôt profiter du moment présent et fuir leurs problèmes, si on peut dire ça ainsi. Il y a Dali qui est parti interroger des gens dans la rue et on a eu ce genre de réponse. Est-ce que vous avez peur de l'avenir? Oui, de Ouais. manière générale, ouais. Sur comment ça va évoluer, que tout est incertain. On a quand même l'impression avec les infos que ça va un peu droit dans le mur, quoi. Ouais. Non, pas peur de l'avenir, juste il y a des décisions à prendre, elles doivent être prises. Je vais dire oui parce que je vois que par exemple de plus en plus jeunes, il y a des enfants qui ont des téléphones et je vois que ça perturbe on va dire la jeunesse. Et je vais dire non parce qu'on avance dans beaucoup de choses comme dans les IA et tout et je vois que ça peut faire avancer le monde assez rapidement et que du coup on peut finir sur de bonnes choses. Sur les questions existentielles, les questions écologiques et Ouais. voilà, et l'âge qui avance, ouais. On peut se poser des questions. Ça dépend quoi, mais un peu. Mais quand on apprend que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, ça peut faire peur à beaucoup. On ne peut pas se projeter car on ne sait pas comment se projeter, on ne sait pas ce qui va arriver, donc on a très peur. Une génération dans un nuage d'informations. De nos jours, on est parsemé d'informations, de mèmes, de vidéos et plein d'autres médias, et selon Edgar Morin, on arrive dans ce qu'on appelle un nuage informationnel. Heureusement, ça stabilise à chaque fois, comme avec la connaissance scientifique, mais à chaque fois ça devient plus grand, plus gros, plus terrifiant. En 2008, dans un article de The Atlantic, Nicolas Kerr a publié un article qui a fait parler de lui, Google Making Us Stupid, qui veut dire littéralement Google nous rend stupides. Dans l'article, ce dernier nous explique que l'accès rapide à une grande quantité d'informations a des effets néfastes sur notre façon de réfléchir, notre attention et notre concentration baissent. Et ça se traduit par un effet Google qui dit que plus on a accès facilement à l'information, moins on a tendance à la retenir. Et c'est vrai, personnellement ça m'est arrivé souvent de chercher un mot sur Google et de ne plus savoir ça veut dire quoi après. Et toi aussi ça a dû t'arriver, on a tous eu ce moment où on ne fait plus l'effort mental de chercher l'information et juste d'aller sur Google ou maintenant avec l'intelligence artificielle ChatGPT et avoir l'information. Le problème c'est qu'on ne retient rien mais on se dit que c'est pas grave car on se dit qu'on va la récupérer plus tard. Le problème aujourd'hui c'est que l'on a diverses informations qui apparaissent en grand nombre à une vitesse très grande et que tout est très dynamique avec des informations de différents types qui font que l'on n'est plus capable de nous concentrer et que l'on ne peut plus s'y retrouver. Personnellement je suis un grand consommateur de vidéos YouTube, pas de shorts ou de TikTok, de vidéos YouTube de parfois plus d'1 heure. Je trouve ça incroyable, tant de connaissances mais la plupart du temps j'oublie ce que j'ai appris. Mais je pense qu'au grand minimum, vraiment au grand minimum on devrait retenir 30 à 50% des connaissances d'une vidéo ou d'une recherche, car 30 à 50% c'est pas compliqué. Faut seulement être concentré et surtout traiter l'information et non l'écouter pour rien. Et encore, il faut savoir trier l'information et le plus important aujourd'hui, comme le dirait Anglais Tricot, psychologue à l'université de Montpellier, c'est d'être capable de faire la différence par rapport à la pertinence de cette information. Et ça, peu de personnes savent le faire aujourd'hui. C'est pour ça que les fake news se font de plus en plus connaître, parce qu'aujourd'hui, trop de personnes lisent une information et y croient sans même réfléchir. Est-ce que ça reviendrait à une baisse d'intelligence et de réflexion chez les jeunes de la génération Z? Peut-être. Déjà, la première chose c'est que selon les anciennes générations, la génération Z serait une génération moins intelligente, qui n'aurait pas de culture et qui ne resterait sur leurs écrans. Et honnêtement, selon moi, c'est à la fois très vrai et très faux. Je pense que le problème c'est que la génération Z est une génération très connectée au réseau, et plus précisément à TikTok, qui fait qu'ils ne s'intéressent plus au cinéma, aux bouquins, et qu'ils n'ont plus de passion ou se donner à fond. Alors vraie anecdote, il y avait une fille dans ma classe, elle ne savait pas que la salade était un végétal. Elle disait à chaque fois, mais moi je mange que de la viande ou des pâtes, je mange jamais de l'herbe, je suis pas un cheval. Donc oui, je vous donne le niveau des choses, mais d'un autre côté, je pense que la Gen Z est assez intelligente
intelligente aussi. Car quand t'as des mecs de 14 piges qui savent craquer des comptes, coder des jeux, faire des animations sur Blender, tel que Sébastien Raoult, l'un des plus grands hackers de notre temps, qui a été condamné à 116 ans de prison en 2022, tellement son talent était grand. Et genre t'as plein d'exemples. T'as l'art en général qui est incroyable chez la génération Z. La génération Z s'est adapté seulement à un paysage de vie différent, bien qu'il y ait une grosse partie d'un culte et de moins intelligent qui serait un problème venu des écrans. Le digital serait-il un perturbateur pour l'apprentissage? Selon une étude dirigée par Jonathan Bernard en France qui a examiné les données de près de 14 000 enfants de la cohorte française ELF de l'âge de 2 à 5 ans, voilà ce que l'étude dit. On a une relation négative entre le temps d'exposition aux écrans et le développement cognitif. Comme d'autres études précédentes, cette nouvelle recherche a montré une relation négative entre le temps d'exposition aux écrans et le développement cognitif. Bon, c'est connu, la variable écran-cerveau est mauvaise quand c'est sur le temps et la longueur. Et comme l'a dit plus tôt, on est à presque 6h45 pour les jeunes de 13 à 18 ans. On a aussi un énorme impact sur le langage. L'étude a également confirmé une relation négative non négligeable entre l'exposition à la télévision pendant les repas familiaux et le développement précoce du langage, qui lui est observable par tous. On a tous un langage moins bon que l'époque pré-2000, dans lequel il y a des wesh et bien d'autres mots pas très français. Mais il y a quelque chose qui a l'air d'altérer ça, et ça c'est le cadre familial. Il est dit que l'étude souligne que le contexte d'exposition compte également lorsque le cadre familial est correctement pris en compte. La relation entre le temps d'écran et le développement cognitif est donc plus faible. Donc le cadre familial serait un facteur qui altère ce dérèglement cognitif. C'est malheureux, mais les enfants avec des parents séparés passeraient plus de temps sur des écrans et seraient plus seuls et auraient une santé mentale moins bonne. Ces jeunes plus stressés et plus fatigués nous amènent vers le prochain point de la vidéo qui est le nihilisme. Selon Nietzsche, le nihilisme représente ceux qui ont tendance à nier la vie et qui pensent qu'il n'y a pas de valeur morale supérieure. Tu n'as envie de rien et tu te dis que tu ne peux rien changer. Tu n'as ni but ni sens à ta vie, et cela s'explique par deux choses. Un individualisme croissant. Dans de nombreuses sociétés, il y a eu une augmentation de l'individualisme où les gens sont encouragés à poursuivre leur propre intérêt et objectifs personnels au détriment des valeurs collectives ou communautaires. Cela peut conduire à une perte de sens, à un sentiment de vide pour certaines personnes, les amenant à adopter une perspective nihiliste. Plus personne ne parle aux autres, tout le monde est dans son coin et ça fait qu'on a peur de l'autre. Plus personne aborde les autres au boulot ou à l'école. L'influence des médias et de la culture populaire peuvent parfois véhiculer des messages nihilistes mettant en avant des thèmes tels que le cynisme, le désespoir ou même la destruction. Ces représentations peuvent influencer la manière dont les gens voient le monde et leur propre place en lui. Donc éteignez-moi BFM TV et les réels Insta, et ça nous fait revenir au sujet du nuage de la surinformation qui nous fait peur alors que tout est normal. Et il y a un truc qui peut nous faire mieux comprendre pourquoi la génération Z est devenue nihiliste. Et ça, c'est Le Hunter. Bon, le Hunter, vous devez sûrement le connaître. C'est l'homme dit idéal. Il est riche, beau, musclé, a son business, une belle femme, de beaux enfants. Mais ce qui nous intéresse, c'est son antipode, la merguez, le doomer, le Jeffrey, la personne moyenne de nos jours. Et en gros, c'est une vision plutôt drôle de voir la vie, car ça permet de comprendre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais d'une façon extérieure. Éviter l'introspection tout en s'introspectant à travers quelqu'un. Mais comment résoudre le problème? Déjà, faut se fixer des objectifs qui te permettront de trouver un tout nouveau statut mental, physique, social et économique avec la méthode SMART, qui décompose tous tes objectifs en des objectifs longs, moyens et court terme. Énormément de personnes pensent que des objectifs ne servent à rien, et moi aussi je le pensais, car on se dit que le futur est indécis et qu'il ne faut pas perdre de temps à se projeter. Mais on se rend assez compte rapidement que sans objectif, on a un peu perdu tout dans la vie. Tu es dans le brouillard, et dans ce brouillard, avoir une idée de où aller en trouvant des indices petit à petit, et enfin arriver à destination. Vouloir arriver à ton Vinland en l'imaginant et en faisant tout pour y arriver, c'est giga exaltant. Et il y a une autre idée qui peut entrer ici, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour envers les autres. Quand t'as des plantes chez toi et que tu dois t'en occuper tous les matins, tu te lèves, tu le fais, tu ne veux pas les laisser mourir et tu t'attaches à cette plante, tu la vois grandir, etc. Pareil, si t'es un animal, l'amour c'est un carburant pour être heureux et travailler, si grand que tu ne peux pas t'arrêter. Appelle tes parents, tes amis, parle avec eux, sors avec eux, occupe-toi d'eux. Il faut aussi que tu quittes un maximum les réseaux et que t'ailles rencontrer des gens en vrai, rigoler, t'amuser avec eux, trouver des gens comme toi. Et c'est pour ça que je te conseille de t'inscrire dans un sport en club ou de travailler dans un espace de coworking. Ne t'isole pas, va dehors, fais du sport, sois heureux. Intéresse-toi à notre monde, comment les gens pensent, comment fonctionne chaque système. Lis des livres, regarde du contenu instructif et prends du plaisir à le faire évidemment. Dans cette vidéo, j'ai partagé pas mal de choses, j'ai parlé de différents problèmes, de différentes solutions. J'ai l'impression d'avoir parlé de choses que tout le monde pensait tout bas dans son coin. Comment est-ce qu'on est triste, puis comment est-ce qu'on sera heureux. Et si j'ai un vrai conseil à vous donner maintenant, c'est sortez dehors. Là maintenant, baladez-vous et observez la beauté de notre monde. Et surtout, n'oublie pas, lance-toi.